effectivement, cette séance d'accueil des nouveaux membres nous laisse un peu de temps et pour être transdisciplinaire. Donc je vais appeler maintenant Romain Villet. Romain Villet est un littéraire, il est écrivain et vous avez peut-être lu son livre Look chez Gallimard, qu'il a publié en 2014. C'est un ancien élève de l'Institut des sciences politiques de Paris. Il est également philosophe, mais ce n'est pas un sous-entendu. Il a une autre qualité, c'est qu'il est pianiste de jazz. Et sa dernière qualité, je dirais, c'est d'être le fils de notre ami Richard Villet. Richard qui nous parle très souvent de sa famille, de ses deux fils, et pour lequel il a la plus grande admiration, et je le comprends tout à fait. Alors après cette séance de dissection en profondeur des expressions de la langue française par Laurent Pernaut, nous allons écouter Romain, qui va nous parler de Louis-Ferdinand Céline, médecin et patient, et c'est sa spécialité. Je vous remercie, Monsieur le Président, bonjour, Monsieur le Secrétaire général, Messieurs les membres de l'Académie. Avant tout, je voudrais commencer par vous dire que je tiens pour un très grand honneur d'avoir été invité aujourd'hui à évoquer la personne de Louis-Ferdinand Céline devant vous, et plus particulièrement un aspect de Céline que vous connaissez peut-être moins, à savoir sa carrière médicale et son rapport à la maladie. Le problème de Céline, vous le savez sans doute, c'est que celui qui s'appelait à l'origine Louis Détouche et qui est devenu célèbre sous le nom de Louis-Ferdinand Céline, est connu à la fois pour de bonnes et pour de mauvaises raisons, et on est évidemment obligé de commencer par là. Les bonnes raisons, vous les connaissez sans doute, c'est la publication en 1932 d'un premier roman, Voyage au bout de la nuit, dont il n'est pas excessif de dire que c'est un roman révolutionnaire. Après ce premier roman suivront une dizaine d'autres romans qui font qu'on peut qualifier Louis-Ferdinand Céline véritablement de génie, et quand j'emploie le terme de génie, ce n'est pas dans l'acception galvaudée qu'on a un peu trop souvent tendance à prêter aujourd'hui, c'est en lui donnant la définition stricte que lui donnait Emmanuel Kant. Pour Emmanuel Kant, le génie était celui qui posait une forme neuve, et de ce point de vue-là, effectivement, Céline donne une forme absolument neuve au roman, et c'est d'autre part celui qui sera imité. Et Céline compte de très nombreux imitateurs, et de ce point de vue-là, il peut donc être qualifié de génie. Ça, c'est pour les bonnes raisons qui nous ont rendu Céline célèbre. Ce qui fait également que Céline est célèbre, ce sont les mauvaises raisons. Et les mauvaises raisons, c'est évidemment les quelques pamphlets antisémites, en l'occurrence il y en a 4, qu'il a publiés dans les années 30. Ces pamphlets publiés par celui qui poussait sa haine des Juifs jusqu'à s'enorgueillir à la fin des années 30 d'être le plus grand antisémite de Paris. Et cet antisémitisme virulent et d'une extrême et d'une rare violence vaudront à Céline d'être jugé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il sera frappé d'indignité nationale et il sera condamné à 1 an de prison ferme et à la confiscation de la moitié de ses biens. Alors de là à dire que Louis-Ferdinand Céline est un monstre, il y a un pas que bon nombre de personnes franchissent allègrement. Malgré tout, j'ai l'impression que les choses sont un petit peu plus compliquées que ça, même si effectivement son antisémitisme est à la fois virulent et impardonnable. On est néanmoins beaucoup plus embêté que ça, et la personnalité de Céline apparaît bien plus complexe, et notamment quand on songe qu'à côté de la carrière d'écrivain dont je viens de commencer à vous présenter les grands traits, Céline a également été médecin. Il a été plus précisément médecin, on pourrait dire médecin des pauvres en quelque sorte, et qu'il a fait preuve à l'égard de ses patients d'une forme de dévouement qu'on peut probablement qualifier d'humanisme profond.
Et ici, vous voyez que la figure se complexifie, puisque celui qui est à la fois un génie des lettres et un monstre, est en même temps quelqu'un qui, dans sa pratique médicale, était effectivement auprès des plus humbles, auprès de tous ceux qui souffraient. On aura l'occasion d'en reparler. Et c'est pour ça qu'afin d'essayer de tirer au clair et qu'on essaye de se faire ensemble une idée un peu plus précise de cette figure tantôt si antipathique et dont l'œuvre est pourtant si séduisante, il m'a paru, puisque je parle aujourd'hui dans une assemblée presque exclusivement composée de médecins, qu'il était intéressant d'aborder la figure de Céline sous l'angle de son rapport à la maladie. Le rapport à la maladie de Céline, ce que j'entends par là, c'est d'abord les maladies dont Céline a souffert lui-même, puisque je vais avoir l'occasion de vous le dire, Céline est un grand malade, il a été blessé pendant la Première Guerre mondiale, il en gardera des séquelles toute sa vie, et donc j'aurai l'occasion de vous en parler. Les maladies de Céline, c'est également les maladies que Céline a connues dans le cadre de sa pratique médicale. Et puis, la maladie de Céline, enfin, et que la métaphore soit opératoire, c'est bien entendu cet antisémitisme dont je vous ai déjà dit quelques mots, et pour lequel il a été jugé maladie dont on l'a accusé d'avoir été un des propagateurs, probablement à juste titre. Et donc, je vais revenir sur chacun de ces points, mais avant d'en arriver là, il est absolument indispensable, parce qu'on ne peut rien comprendre à Céline si on ne commence pas par là, de se souvenir que Céline a eu 20 ans en 1914. Effectivement, Céline, née à Courbevoie le 27 mai 1894, son père, Fernand Détouche, est employé d'assurance. C'est un être colérique, lui-même déclassé, relativement renfrogné, qui lit, ça aura son importance pour la suite, La Patrie, qui est un journal antisémite. Et c'est donc un personnage colérique. Sa mère est, pour sa part, une femme courageuse, très grande travailleuse, qui est restée boiteuse après une poliomyélite. Et c'est une femme qui vend des dentelles qu'elle ne portera jamais. Alors ça aussi, on va voir que ça a une très grande importance pour la suite, et elle les vend soit en faisant du porte-à-porte, soit dans son tout petit magasin du passage Choiseul. Le passage Choiseul a été rendu célèbre par Céline, notamment dans son deuxième roman, Mort à crédit, qui est paru en 1936, dans lequel Céline nous décrit à la fois cet endroit, cette enfance, et ce qu'a été le climat de son enfance, lui qui était donc fils unique. Et là-dessus, il faut reconnaître que Céline nous décrit un climat extrêmement dur, avec des parents extrêmement durs, qui vivaient dans une très grande misère. Et il faut bien reconnaître que Céline, ça lui arrivera assez souvent, à un petit peu noirciltré, pourrait-on dire. Alors je profite de cette première occasion pour le souligner, c'est que le propos de Céline le romancier est généralement moins de retranscrire la réalité des faits que d'essayer de transmettre une impression. Quand on demandera à la fin de la vie de Céline en quoi il est véritablement novateur, il dira ma véritable innovation, ce qui fait de moi un novateur en littérature, c'est d'avoir su transposer dans le langage parlé l'émotion, dans le langage écrit, pardon, l'émotion du langage parlé. Et il dira à cette occasion, avec un livre écrit dans mon style émotif, donc qui est le nom qu'il donne à ce nouveau style dont il est l'inventeur, vous avez l'impression que quelqu'un joue à l'intérieur de votre tête avec la harpe de vos propres nerfs. Et effectivement, c'est une littérature nerveuse qui a une vocation à émouvoir plutôt qu'à raisonner. Alors ça aussi, j'aurai l'occasion de vous en reparler dans un petit instant. Mais ça veut dire que Céline, d'ailleurs, se place de ce point de vue-là dans la lignée des impressionnistes. Et ce qui l'intéresse avant tout avec la littérature, c'est de créer une impression, de créer une émotion. Et c'est donc l'impression et l'émotion qui l'intéressent plus que la réalité des faits. C'est pour ça que, avec ce premier exemple de Mort à crédit, on est obligé, mais comme c'est quasiment toujours le cas avec Céline, de regrouper ce que nous disent les romans d'une part, ce que disent ses propos et les lettres d'autre part, il y a souvent une légère divergence, et enfin ce que disent les biographes. Alors les biographes
nous disent effectivement que dans Mort à crédit, Céline a un petit peu exagéré parce que ses parents n'étaient pas aussi pauvres que Céline l'a laissé entendre, et on n'était pas au fond véritablement dans une misère prolétarienne. Il serait probablement plus juste de dire que les parents de Céline étaient de tout petits bourgeois. Ce qui est vrai, ce que Céline avait très bien vu en revanche, c'est que ses parents étaient extrêmement respectueux à la fois de l'argent et de ceux qui le détenaient, et puis également du pouvoir. Il y a un sens très profond du devoir dans cette famille. C'est au fond une famille de petites gens qui sont très à leur place et qui n'ont aucune aspiration à en sortir, et qui surtout ont extrêmement bien intégré l'ordre social dont ils sont loin d'être les principaux bénéficiaires. Donc, néanmoins, il est excessif de dire que ces gens-là vivaient dans une misère absolue, parce qu'il y a quelques critères qui nous permettent de déceler la toute petite bourgeoisie. Parmi ces critères, on peut notamment noter que Céline apprendra le piano dans sa jeunesse, pendant son enfance. Et puis on peut aussi observer que quand Céline arrêtera ses études, et c'est là encore un mystère sur lequel il faudra revenir, quand il arrêtera une première fois ses études, avant de les reprendre des années plus tard pour devenir médecin, en 1907, ses parents l'enverront pendant 2 ans en voyage, en Angleterre et en Allemagne, avec cette idée que la connaissance des langues étrangères est probablement une excellente façon de trouver une place dans le commerce international. Donc, à des petits détails comme ça, on s'aperçoit que la famille de Céline n'était pas aussi dramatique et invivable que ce qu'a raconté l'écrivain une trentaine d'années plus tard dans Mort à crédit. Après les 2 voyages dont je viens de vous parler en Allemagne et en Angleterre, Céline rentre à Paris. Il exerce différentes professions. Il a à l'époque, puisqu'il est né en 1894, aux alentours de 15 ans, donc il fait une entrée dans la vie active extrêmement précoce. Ce sera ce qu'il appelle, toujours dans Mort à crédit, la période des 12 métiers et 13 misères. Effectivement, il est apprenti, très mal payé, il fait des kilomètres à pied tous les jours. Je passe assez vite sur cet épisode pour aller directement à ce qui va nous occuper pendant le premier temps de mon intervention. Et ce qui va nous y conduire, c'est tout simplement le fait que Céline s'engage volontairement dans l'armée en 1912. Là encore, vous voyez cette famille très respectueuse de l'ordre, et Céline qui a envie de servir sa patrie, qui a un très fort sentiment patriotique, et qui s'engage donc volontairement dans l'armée en 1912, et cet engagement lui vaudra bien évidemment d'être aux premières loges pour assister à ce qui sera à la fois un rite initiatique et traumatique. Je veux bien entendu parler de la Première Guerre mondiale et de son début en 1914. Cette Première Guerre mondiale, il en parle, Céline, dans son premier roman principalement, Le Voyage au bout de la nuit, dont la première phrase vous est sans doute connue puisqu'elle est extrêmement célèbre. Ça a débuté comme ça. Alors c'est une phrase assez énigmatique, dont d'abord, quand on la compare avec la littérature un peu compassée avec laquelle elle est contemporaine, on perçoit le caractère effectivement directement révolutionnaire, et surtout on voit que c'est une phrase qui ne dit pas grand-chose. C'est une phrase qui tourne en boucle autour d'un mystère. Ça a commencé comme ça a débuté comme ça plus précisément, et on est en droit de se demander qu'est-ce qui a débuté comme ça. Alors ce qui a débuté comme ça, c'est évidemment le premier roman à 38 ans de Céline, Voyage au bout de la nuit, qui paraît en 1932. Ce qui a débuté comme ça, c'est aussi probablement le XXe siècle. En vous disant ça, je pense aux nombreux historiens qui considèrent que le XXe siècle n'a pas commencé ni en 1900 ni en 1901, mais bel et bien a commencé avec le premier conflit mondial en 1914. Effectivement, avec cette Première Guerre mondiale, commence un bouleversement, c'est l'effondrement d'un monde ancien et l'avènement d'un nouveau monde dont les romans de Céline et le style émotif dont je vous ai parlé tout à l'heure et dont j'aurai l'occasion de vous redire quelques mots, sont en quelque sorte la voie, puisque Céline, notamment avec Voyage au bout de la nuit, donne en fait une voie au nouveau siècle qui vient de commencer. Alors pour mesurer en quoi ce siècle est véritablement nouveau et le bouleversement qu'il représente, on peut comparer
ce qu'écrivait Céline avant la guerre, en 1912, et ce qu'il écrira pendant la guerre, mais alors que lui aurait été démobilisé dans des circonstances sur lesquelles je vais revenir dans quelques instants, en 1916. Pour ça, c'est assez simple. Il y a la correspondance de Céline, où on voit un Céline qui se fait encore appeler Louis Détouche à l'époque de son nom de baptême, et qui adresse des lettres à ses parents pendant qu'il est à l'armée, qui sont des lettres d'un jeune soldat extrêmement docile, plutôt patriote, tout à fait acquis aux causes nationalistes, volontiers fanfaron et belliciste, qui a envie d'aller en découdre avec les Allemands. Et surtout, ce qui est très frappant, c'est qu'on voit que son style n'est pas du tout celui qui le rendra célèbre. On est très loin du style émotif dont je vous disais quelques mots tout à l'heure. Un autre écrit qui nous permet très bien de mesurer ce gouffre, c'est ce qu'on a appelé plus tard les carnets du cuirassier des touches. Alors il y a une très belle histoire, on a peu de temps mais je vais quand même vous la raconter, c'est que ces carnets ne sont en fait qu'un journal intime que tient Céline qui vient de rentrer dans l'armée, il y a 18 ans, et il a un petit carnet sur lequel il note ses impressions, et puis le jour où il part au combat, il confie ce carnet à un de ses camarades qui s'appelle Marcel Langlais. Ce carnet est perdu jusqu'en 1957, c'est-à-dire 45 ans plus tard, où en lisant un article de presse où Céline revient sur ses premières années d'engagement militaire et où il dit moi à l'époque j'étais le cuirassier des touches, Marcel Langlais reconnaît le camarade qui lui a donné ce carnet et les carnets du cuirassier des touches refont surface en 1957 alors que Céline les avait confiés à Marcel Langlais en 1914. Et c'est un document, évidemment, pour ceux qui ont l'habitude de lire l'œuvre de Céline, qui était déjà quasiment intégralement constituée en 1957, un document absolument bouleversant, parce que, comme je vous le disais, il permet de mesurer tout ce qui s'est passé entre novembre 1912 et, pour être précis, novembre 1914. Puisque le style de Céline n'existe absolument pas et qu'on est dans un discours qui est à peu près le même que celui qui existait dans les lettres que Céline envoyait à cette époque-là à ses parents, à savoir, au fond, un discours extrêmement respectueux de l'ordre, des ordres militaires, de l'autorité, de la hiérarchie sous toutes ses formes et des puissants. 2 ans plus tard, 2 ans après 1914, une autre lettre nous permet de voir quelles étapes ont été franchies. C'est les lettres que Céline adresse alors qu'il surveille une plantation au Cameroun en 1916. Et il a une correspondance avec une jeune femme qui s'appelle Simone Saintu, et dans laquelle il s'étonne, notamment, il revient, c'est une époque où il digère en fait tout ce qu'il a vécu, ce conflit armé. C'est le début d'une grande réflexion pour lui. Le soldat docile est en train de devenir un anarchiste réfléchi, si je puis dire, et donc il médite sur cette expérience, et quelque chose l'étonne, c'est l'espèce d'enthousiasme et la ferveur avec lesquels les soldats montent au front et vont à la mort. Et voici ce qu'il écrit à Simone Saintu quant aux causes possibles pour lesquelles ces soldats montent au front avec cette ardeur qui, avec le recul, lui paraît tout à fait inexplicable. Alors la première de ces causes, c'est le feu sacré qui, nous dit-il, se rapproche beaucoup d'une forme de folie quelconque. Le deuxième, c'est le manque d'imagination qui confine à une forme de misère psychique. Effectivement, manque d'imagination, de représentation de ce que peut être sa propre mort. Et enfin, c'est un très grand amour-propre. Céline dira de lui bien des années plus tard, non, ça d'abord il écrit dans cette lettre, il me fallait cette grande épreuve pour connaître le fond de mes semblables, je les ai classés sans m'épargner moi-même. Et à cet égard, un de vos collègues, psychiatre militaire, le docteur Johan Loisel, qui est l'auteur d'un livre autour de Ferdinand Céline qui s'appelle La bobine de Louis Ferdinand, remarque que Céline, qui n'a encore reçu aucune formation médicale, identifie avec ces 3 causes des phénomènes qui occuperont les psychiatres bien des années plus tard et sur lesquels la psychiatrie posera des noms et qu'elle saura inclure dans une nomenclature bien plus précise. Donc on a, dans une certaine mesure, une forme d'intuition des grandes découvertes psychiatriques auxquelles vont donner lieu la Première Guerre mondiale et dont je vais avoir l'occasion de vous parler dans quelques temps. Céline étant en première loge, il ressent ça alors même qu'il n'est pas formé à la médecine, mais ça donne en tout cas raison à ce qu'il dira bien des années plus tard, ma nature est médicale, la psychothérapie mon fort. Et effectivement, on a cette intuition psychiatrique très grande, et cette intuition en tout cas lui permet de sentir, et ça apparaît clairement
dans les courriers qu'il adresse à Simone Saintu, que le héros, tel que le considérait le cuirassier des Touches en 1912, n'est plus le héros dont parle Céline en 1916. Le héros dont parle Céline en 1916, c'est celui qui refuse de marcher au pas, qui refuse d'aller au combat, qui refuse de se soumettre. Autant dire que le héros est un lâche. Et ça, c'est un thème qui est développé à de nombreuses reprises dans Le Voyage au bout de la nuit, où on assiste à ce basculement. Alors que s'est-il passé entre-temps? Entrons un tout petit peu dans le détail de cette histoire-là. Et bien, entre-temps, il y a eu effectivement le début de la Première Guerre mondiale, et puis il y a eu cette journée absolument décisive dans la vie de Céline, qui est une journée de bascule, qui est la journée du 27 octobre 1914. Que se passe-t-il le 27 octobre 1914? Sous un feu nourri, les supérieurs du régiment de Céline cherchent des volontaires pour aller transmettre un message, et Céline se porte lui-même volontaire, indépendamment du feu nourri, pour aller transmettre un message à un poste de commandement situé de l'autre côté de la ligne de front. Donc Céline s'engage volontairement, où on retrouve cette fameuse ferveur qui lui posera tant de questions et cet enthousiasme à aller au-devant des balles. Il l'a donc effectivement connu très personnellement, et la chose ne manque pas, si je puis dire, puisque au cours de cette mission extrêmement périlleuse, Céline sera frappée. D'abord, il sera projeté par le souffle d'un éclatement d'obus, ce qui lui causera une commotion cérébrale, et puis il sera ensuite blessé par balle au bras droit, et donc il sera évacué du front, il sera opéré du bras. De sa commotion cérébrale, il souffrira d'acouphènes. Enfin, il est effectivement dans un très mauvais état, et ses faits d'armes sont reconnus. Il se retrouve donc au Val-de-Grâce, et c'est dans une salle de Val-de-Grâce qu'il apprend le 25 novembre 1914 qu'il est diplômé par celui qui n'est pas encore, mais qui deviendra bientôt le maréchal Joffre. Et ça aura une importance considérable, il faut s'en souvenir pour la suite. C'est que Céline a donc été médaillée de guerre pour un fait d'armes qui a été reconnu comme un fait d'héroïsme pendant la Première Guerre mondiale. Le 25 janvier 1915, Céline est à nouveau opérée de son bras droit, et finalement il est jugé inapte à retourner au combat, et il sera finalement déclaré invalide à 70%, avec un nombre de séquelles sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure. Alors ça, c'est pour les faits. Je vous parle de Céline, alors que j'aurais dû à ce moment-là vous parler de Détouche, puisque là je vous parle effectivement non pas du double romanesque, à savoir de Bardanu, qui est le héros de Voyage au bout de la nuit, mais je vous parlais bel et bien de Détouche. Maintenant, je voudrais m'intéresser à la transposition romanesque de ces événements, où, puisque dès le premier roman de Céline, la médecine et les conséquences médicales qu'on peut tirer des informations que je viens de vous donner sont toutes présentes, et sont présentes en très grand nombre. Alors, il est très intéressant de s'apercevoir que dans la transposition romanesque, qui est pourtant extrêmement fidèle de ce qu'a été la vie du cuirassier Détouche, Céline ne dit pas un mot de ses blessures sur le champ de bataille. Alors à ça, il y a plusieurs explications possibles. Il y a celle qu'il donne dans le texte, mais qui n'est à mon avis pas tout à fait convaincante. Il dit au fond, ça ne sert à rien de vous raconter la suite. La blessure est située dans une ellipse du roman, et Céline dit, et puis ensuite il y a eu tout un certain nombre d'épisodes, ça ne sert à rien de vous raconter, d'abord parce que du temps a passé et aujourd'hui plus personne ne me croirait. Et c'est avec cette espèce de pirouette que Céline passe sur cet épisode et qu'il ne décrit pas sa blessure. Il y a une autre hypothèse, et qui est, à mon avis, à la lecture du roman, une hypothèse beaucoup plus convaincante, c'est que, au fond, Céline ne tient pas à insister sur les blessures physiques dont il a été victime, parce que les blessures les plus importantes et le véritable bouleversement médical que propose la Première Guerre mondiale, c'est des bouleversements dans l'ordre des blessures psychiques, et notamment autour de ce qui apparaît dans Le Voyage au bout de la nuit, sous l'appellation de la maladie de la peur. Effectivement, on a dans Le Voyage au bout de la nuit beaucoup de mentions de ce phénomène qu'on découvre à l'époque, qui est cette maladie de la peur, qu'on appelait à l'époque également l'obusite, à savoir, pour le dire, ce qu'on appellerait aujourd'hui tout simplement les troubles de stress post-traumatique. Donc ces soldats qui reviennent absolument traumatisés
et phobique du champ de bataille. Pour bien comprendre ce mal du siècle, tel que le présente Céline dans la lettre qu'il adresse à Gallimard au moment d'adresser le manuscrit de Voyage au bout de la nuit, il faut lire un petit extrait de cette lettre. Céline nous dit « description, description, sensation toujours ». Alors ça c'est très important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos de Voyage au bout de la nuit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la raison et les raisons, si je puis dire, comptent au nombre des victimes de la Première Guerre mondiale. Il n'est pas inutile de dire, je vais aller assez vite sur ce point, mais ça me paraît important de le rappeler, que c'est à l'issue de la Première Guerre mondiale que naîtront d'abord le dadaïsme et puis ensuite le mouvement surréaliste. Le dadaïsme comme le mouvement surréaliste ont en commun de se débarrasser de la raison et des raisons. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Céline, Louis Destouches plus précisément, au moment de s'engager dans la guerre, est tout à fait confiant dans les raisons qu'on lui donne d'aller se battre, le patriotisme, le nationalisme, etc. Et il en revient en disant toutes ces raisons sont au fond des baudruches dégonflées, ce ne sont rien de plus que des prétextes qu'on nous donne pour monter au front. Eh bien, c'est à peu près exactement ce que sous-entend l'écriture célinienne et cette approche nerveuse. Vous savez qu'un des slogans de l'écriture surréaliste, ce sera « la beauté sera compulsive ou elle ne sera pas ». L'écriture célinienne sera effectivement une écriture de nerf à nerf et une écriture qui n'entendra pas donner de raison et qui s'intéressera beaucoup plus aux manifestations nerveuses. Et particulièrement parmi ces manifestations nerveuses, donc à cette maladie dont je viens de vous parler, l'obusite. Alors on a une scène qui est très importante dans le Voyage au bout de la nuit, qui est une scène où Céline, ayant été rapatriée du front après l'ellipse dont je viens de vous parler, est à Paris, et puis il est devant un stand de tir qui symboliquement s'appelle le stand des nations. Et puis là-dessus, sa compagne, avec laquelle il est à l'époque, qui s'appelle Molly, lui propose de tirer à la carabine. Et lorsqu'on lui propose de tirer à la carabine, le personnage de Voyage au bout de la nuit, donc le livre romanesque de Destouches, devient fou et rentre véritablement dans un état de délire fiévreux, comme il y en aura tout au long d'abord de la vie de l'auteur Céline, et ensuite comme il y en aura tout au long des romans de Céline, où ces narrateurs sont très régulièrement sujets à ce type de crise. Et à la suite de cette crise délirante où Céline dit qu'il a peur et qu'il ne comprend pas que les gens autour de lui n'aient pas peur, alors qu'ils sont tous menacés de mort et qu'on est tous menacés par la mort, enfin il est dans une espèce de phobie dont on comprend très bien quel est le résultat de ces traumatismes récoltés sur le champ de bataille. Il sort d'une première hospitalisation, il est envoyé au Val-de-Grâce, qui est très bien décrit dans le Voyage au bout de la nuit, et puis, alors là pour le coup c'est dans la biographie de Céline, mais là pour le coup les deux marchent véritablement de pair. Céline sort du Val-de-Grâce et il est envoyé avec son ami Albert Mignon à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif, où ils sont soignés par un personnage que vous connaissez et que je connaissais également avant de préparer cet exposé pour vous, à savoir tout simplement par Gustave Roussy, qui est à l'époque psychiatre des armées et dont je dois bien vous avouer que j'ai découvert une phase nettement moins réconfortante que celle qui lui a valu d'avoir un institut de cancérologie à son nom, puisque Gustave Roussy, alors même si la chose mérite évidemment d'être mise dans son contexte à cette époque-là, est un partisan du torpillage électrique, puisque la technique dite du torpillage électrique aurait, selon lui, les vertus de faire sortir ces soldats traumatisés de leur état de prostration, de façon à les remettre le plus vite possible sur pied, afin de les renvoyer au front. Et ce personnage, en l'occurrence Gustave Roussy, j'en parle comme d'un personnage parce que Céline dira lui-même que c'est de lui dont il s'agit, qu'il évoque sous le personnage dont le nom est en lui-même tout à fait évocateur. Il l'appelle dans Voyage au bout de la nuit le professeur agrégé Bestombe.
le professeur agrégé Beston, avec lequel le personnage de Voyage au bout de la nuit a un entretien. Bardalu s'étonne. Alors ce sont des pages absolument délicieuses d'ironie où Bardalu dit « Je ne comprends pas, j'ai vraiment pas du tout d'entrain pour retourner tuer quelqu'un, à croire que mon initiation a dû être un petit peu trop rapide. Alors je comprends pas, je m'en suis donc ouvert au professeur Beston en espérant qu'il ne m'en voudrait pas. » Alors le professeur Beston, dans un premier temps, lui dit « Mais non, je ne vous en veux pas du tout, au contraire, ces aveux sont pour moi le signe d'un premier pas vers votre convalescence. Bientôt, tout va aller beaucoup mieux. » Tout ça est connu sous le nom de la maladie de la peur. D'ailleurs, Ernest Dupré, qui fut, soit dit en passant, l'un des maîtres de Céline au moment de ses études de médecine, j'y reviendrai dans quelques instants, tout ça est un signe de rémission et c'est donc plutôt bon signe. Et donc, voici la discussion continue. Et Bestombe explique à Céline que c'est très bien de confesser cette peur et que c'est comme ça que commence un rétablissement pour ceux qui sont des convalescents de la maladie de la peur. Et voici la suite. C'est donc ici le professeur agrégé Bestombe, alias donc Gustave Roussy, qui parle. Vous intéressera-t-il, Bardalu, de savoir que demain, précisément, je présente à la Société de psychologie militaire un mémoire sur les qualités fondamentales de l'esprit humain. Certes, maître, ces questions me passionnent. Eh bien, sachez en résumé que j'y défends cette thèse qu'avant la guerre, l'homme restait, pour le psychiatre, un inconnu clos et les ressources de son esprit une énigme. C'est bien aussi mon très modeste avis, maître. La guerre, voyez-vous, Bardalu, par les moyens incomparables qu'elle nous donne pour éprouver les systèmes nerveux, agit à la manière d'un formidable révélateur de l'esprit humain. Nous en avons pour des siècles à nous pencher méditatifs sur ces révélations pathologiques récentes. Des siècles d'études passionnées. Avouons-le, franchement, nous ne faisions que soupçonner jusqu'ici les richesses émotives et spirituelles de l'homme. Mais à présent, grâce à la guerre, c'est fait, nous pénétrons. Par suite d'une effraction douloureuse, certes, mais pour la science décisive et providentielle, dans leur intimité. Dès les premières révélations, le devoir du psychologue et du moraliste moderne ne fit, pour moi, Bestombe, plus aucun doute. Une réforme totale de nos conceptions psychologiques s'imposait. C'était bien mon modeste avis aussi. Alors vous voyez derrière l'ironie apparente que déploie Céline en faisant parler celui dont on sait maintenant qu'il s'agit de Gustave Roussy, on sent bien toute cette ironie, puisque c'est un médecin qui ne se contente pas de vouloir que ses patients meurent en bonne santé. Lui veut carrément les remettre sur pied, donc pour retourner se faire clouer la peau sur le front. Il n'empêche qu'il y a derrière tout ça une réalité des découvertes en psychiatrie et en psychologie. Et là encore, de même que je vous parlais du surréalisme il y a quelques instants, il n'est pas inutile de rappeler quelque chose que vous savez sans doute, c'est pourquoi j'irai très vite. C'est à peu près au même moment que Freud publie Au-delà du principe de plaisir. Alors pour vous le résumer extrêmement brièvement, vous savez qu'au début de l'élaboration de la théorie freudienne, Freud partait du principe que l'homme recherchait principalement le plaisir en toutes circonstances. Et ce qui a fait que Freud a dû équilibrer cette théorie et qu'il a dû, pour le dire un peu trivialement, mettre de l'eau dans son vin, c'est précisément quand il a vu ses soldats revenir du front, atteints de la maladie de la peur, il les a vus prostrés et il les a vus s'entêter dans des comportements suicidaires, dans des comportements phobiques, et pour le coup ne plus du tout rechercher leur plaisir, mais rechercher au contraire leur destruction. D'où le titre de ce mémoire qui paraît en 1920 au-delà du principe de plaisir, mémoire qu'a lu Céline au moment où il écrit Voyage au bout de la nuit, et mémoire qui est au fond une illustration de cette espèce d'effervescence que connaît la psychiatrie à la suite de la Première Guerre mondiale, et que Céline aura, si je puis dire, vécu des deux côtés. Il l'aura vécu à la fois en tant que médecin, puisque là, pour le coup, Céline aura fait ses études de médecine au moment où il découvrira le mémoire de Freud, et donc ce mémoire dans lequel Freud met à jour ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de la pulsion ou l'instinct de mort, en fonction des traductions. Et puis, il l'aura connu aussi au premier chef. Voici ce qu'il écrit une vingtaine d'années après la Première Guerre mondiale. J'ai en moi 1000 pages de cauchemars en réserve.
des semaines de 14, sous cette averse visqueuse et cette boue atroce et cette merde et cette connerie des hommes, je ne m'en remettrai jamais, tout est là. Effectivement, Céline ne s'en remettra jamais. Il sera victime de cauchemars tout au long de sa vie. À la suite de la commotion cérébrale dont je vous ai parlé, il aura des acouphènes et des bourdonnements dans les oreilles. Il aura des vertiges suite à un syndrome de Ménière, toujours consécutif à cette commotion cérébrale, des fièvres, une tendance au délire à peu près permanente, une paralysie du nerf radial à droite. Je vous l'ai dit, il sera reconnu invalide à 70%. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1916, il part en Afrique, et pour ne rien arranger, étant resté 6 mois en Afrique, il y contracte aussi le paludisme. Donc on a affaire à quelqu'un d'extrêmement souffrant, et la propre maladie celui qui va devenir le docteur Destouches et de Céline auront une grande incidence à la fois sur son parcours personnel et bien entendu dans l'œuvre qu'il ne va pas commencer à élaborer. Mais je vous rappelle que nous en sommes pour le moment en 1918, et c'est un trait extrêmement important puisque Céline a alors 24 ans. Et bien que Céline ait 24 ans, il n'est à l'époque ni médecin, ni écrivain, et il ne songe même pas à cette époque à être ni l'un ni l'autre. C'est donc ce que je voudrais qu'on examine maintenant, après donc ce moment consacré à la maladie de la peur, dont j'aurai l'occasion de vous redire quelques mots. Je voudrais qu'on s'intéresse à cette double vocation. Alors cette double vocation, elle est, si vous voulez, la double vocation. Je parle d'abord de la vocation de médecin, et puis ensuite je vous parle je vous dirai quelques mots de la vocation d'écrivain que Céline tient pour une maladie. Alors, la vocation de médecin, évidemment, Céline n'était pas destinée par son milieu social à la médecine, vous l'aurez compris. Il déclare à la fin de sa vie, quand on lui demande est-ce que vous aviez des passions littéraires quand vous étiez jeune, il dit non, la littérature, pas beaucoup. J'avais une admiration énorme pour les médecins. C'est la médecine qui m'impressionnait. Je voyais un type miraculeux qui guérit les douleurs et qui fait des choses stupéfiantes avec un corps qui n'a pas envie de marcher. Alors ça, il revient sur ses souvenirs du passage Choiseul quand il était jeune. Je trouvais ça joliment épatant, ça me bluffait, il avait l'air très savant, je trouvais ça absolument un magicien. Il y a cette fascination de Céline pour la médecine qu'il conservera toute sa vie, avant même de devenir médecin, alors qu'il est en train de surveiller sa plantation en Afrique. Il consulte des manuels de médecine tropicale. Céline était d'une immense curiosité intellectuelle, et son parcours d'ailleurs en reflète, puisqu'il a pratiqué une bonne quinzaine de métiers avant de se consacrer d'abord à la médecine et puis ensuite à l'écriture de ses livres. À la fin de la guerre, une fois qu'il est revenu d'Afrique, il est embauché pour faire des missions dites prophylactiques, notamment des campagnes de prévention contre la tuberculose. Alors là, il n'est toujours pas médecin, mais c'était des missions qui, dans le cadre de la coopération franco-américaine à la fin de la Première Guerre mondiale, étaient financées par la Fondation Rockefeller. Et donc, Céline va notamment dans les campagnes pour faire de la prévention médicale, bien qu'il n'ait pas la formation. Mais en tout cas, on voit qu'il tourne déjà autour de cette idée de la médecine et que la médecine le fascine. En 1919, il rencontre un personnage qui aura une importance capitale dans sa vie. Ce personnage, c'est le professeur Follet, qui est alors l'agrégé de l'université de Rennes. Et les deux personnages se séduisent. Ils se séduisent et Céline fait plus que séduire le professeur Follet, puisqu'il séduit la femme du professeur Follet qui ne tarde pas à devenir sa femme. Donc il épouse la fille du doyen. Et ayant épousé la fille du doyen, il bénéficie d'un programme d'anciens combattants qui lui permet de passer son bac. Et lui, qui avait donc passé son certificat d'études en 1907, obtient le baccalauréat en 1919 et se lance immédiatement dans ce qui était le rêve depuis toujours, à savoir devenir médecin. Et donc il entame ses études de médecine en 1919. Alors je ne résiste pas à vous lire l'extrait d'une lettre qu'il écrit à son ami Albert Milon, celui avec qui il a connu Gustave Roussy dont je vous parlais tout à l'heure, concernant justement cette possibilité d'accomplir même très tardivement une vocation et un rêve impossible. Voici ce qu'il écrit à Milon: crache devant, dessus, dessous, tous les gens qui te diront que c'est impossible. On arrive à ce qu'on veut,
Et il ajoute, et là je vais être obligé de vous demander de me pardonner pour la trivialité des propos, mais je pense qu'il y a sans doute quelques carabins parmi vous qui me les pardonneront plus facilement que d'autres. Céline poursuit à ce moment-là en expliquant à son ami « La destinée est du putain qui se tait quand on l'enfile, mais pour ça, il faut bander ». Voilà qui résume très exactement ce qu'était la philosophie de Céline à cette époque-là, dont je vous rappelle qu'il a entre 25 et 30 ans, à l'époque où il fait ses études de médecine. En 1922, il revient à Paris. Revenant à Paris, il travaille avec Ernest Dupré, dont je vous ai dit quelques mots, qui était à l'époque professeur en psychiatrie médico-légale. C'est un enseignement qui le marquera, si bien que le nom d'Ernest Dupré sera présent dans plusieurs romans de Céline. Et puis ensuite, il se demande s'il ne veut pas s'orienter vers la recherche. Alors là, il va à l'Institut Pasteur, où il fait notamment la connaissance d'André Wolff, le futur prix Nobel de 1965 avec François Jacob et Jacques Monod. Et il donnera d'ailleurs dans Voyage au bout de la nuit une description de l'Institut Pasteur dont André Wolff dira qu'elle est particulièrement à la fois cruelle et réaliste. Donc c'est des pages auxquelles je ne peux que vous renvoyer pour ceux d'entre vous qui tiennent à avoir un regard un peu critique et sarcastique sur l'Institut Pasteur. Ça se trouve donc dans le Voyage au bout de la nuit. Et puis finalement en 1924, Céline décide de se lancer dans une thèse. Et il fait donc sa thèse avec un professeur en clinique obstétricale, à savoir le professeur Auguste Brindeau, qui a été membre de l'Académie de médecine, que certains d'entre vous connaissent probablement. Et il se lance donc dans une thèse d'histoire de la médecine. Alors c'est une thèse, là encore je vais vous en dire quelques mots, sur Semmelweis. Semmelweis est un sujet qui correspond particulièrement bien à Céline, d'abord parce que c'est une thèse de médecine historique, et que Céline, au fond, est assez pressé, il n'a pas le temps de faire des recherches, il aime la recherche, mais Céline est très intéressée par l'histoire, et ce qui frappe surtout quand on lit cette thèse qui a été publiée, qui existe aujourd'hui en livre de poche, je ne sais pas si c'est arrivé à beaucoup d'entre vous d'avoir la thèse publiée en livre de poche, mais en tout cas c'est arrivé à Céline, et effectivement, cette thèse méritait d'être publiée en livre de poche, parce qu'elle est à mi-chemin entre la médecine et la littérature. C'est déjà quasiment un roman que nous raconte Céline, avec la vie de ce professeur dont je ne vous ferai pas l'affront de vous dire qu'il a donc découvert comment se prémunir contre les infections puerpérales. C'est ce médecin hongrois, et ce qui fait que cette figure a tant plu à Céline au fond, c'est qu'elle correspond exactement à ce qu'est la figure d'un héros, tel que Céline la considère depuis qu'il est revenu du front de 1914. Puisqu'en effet, Semmelweis, après avoir expliqué qu'il fallait se laver les mains pour éviter aux femmes de mourir en couche, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il a été extrêmement mal reçu par l'Académie et par les autorités médicales constituées à cette époque-là, de sorte que Semmelweis a été banni par ses pairs en quelque sorte, et que c'est la figure de celui qui refuse de marcher au pas et qui ploie sous le poids d'une vérité qu'il est seul à reconnaître et qu'il est seul à assumer face à la masse et face aux autorités constituées. Et la vie de Semmelweis finira assez mal, puisqu'il finira, cette histoire le rendra tout simplement fou, et qu'il finira dans un asile d'aliénés. C'est donc une histoire qui était tout à fait propice à frapper l'esprit de Céline. Et ce qui est très frappant pour le lecteur de cette thèse, c'est qu'on a affaire déjà à un très grand styliste, ce qui n'échappera pas à Auguste Brindeau, qui dira à Céline, mon cher élève, vous êtes fait pour écrire. Et Céline, là-dessus, est d'ailleurs de plus en plus proche de l'écriture. Néanmoins, sa thèse en poche, il se fait embaucher à la Société des Nations, où il est envoyé en voyage, parce que Céline est un très grand voyageur, et c'est sans doute l'un des corollaires de cette immense curiosité dont je vous parlais tout à l'heure. Il est envoyé d'abord aux États-Unis, ce dont le voyage au bout de la nuit gardera la trace, et puis ensuite en Afrique pour étudier notamment l'évolution de la fièvre jaune. Et puis, après quelques années où il voyagera entre le siège de la Société des Nations à Genève et dans divers pays du monde pour étudier
des questions épidémiologiques, Céline finira par rentrer en France et il posera sa plaque de médecin généraliste à Clichy. Et là commence la vie qui sera très présente dans ses œuvres littéraires, à savoir sa vie de médecin de banlieue. Voilà donc pour la vocation de soigner. Pour ce qui est de la vocation d'écrire, là c'est très intéressant parce que Céline au fond s'est toujours défendu contre cette vocation. Il le dit dans des interviews à la fin de sa vie, mais il l'avait beaucoup dit dans ses œuvres. Un bonhomme qui s'assoit pour écrire des chères pensées et envoyer des messages et raconter des histoires me paraît toujours ridicule. Effectivement, Céline trouve tout ça assez ridicule. Et donc, au début, on lui demande mais pourquoi vous écrivez? Enfin, c'est une question qu'on lui pose dans une interview à la fin de sa vie. Et on lui dit mais pourquoi écrivez-vous? Et là-dessus, Céline commence par donner un mauvais argument. C'est pour ça que je vais aller très vite sur cet argument-là. Céline dit eh bien, j'écris tout simplement pour gagner de l'argent. Alors, c'est une très mauvaise raison, parce que pour finir riche en écrivant des livres, il n'y a qu'une seule solution, il faut commencer en étant très riche. Et donc, Céline, à l'évidence, répond à ces interviews-là, non, moi je voulais en fait la médecine, puisque j'exerçais en dispensaire ou alors dans des milieux tellement misérables en banlieue que généralement je n'osais pas réclamer d'honoraires. Et donc je vivais, j'avais un mal fou à payer mon terme, etc. Et je me suis mis à l'écriture pour arrondir mes fins de mois, avec à l'époque la volonté d'imiter Dabi. Dabi, vous savez, c'est l'auteur du roman Hôtel du Nord qui donnera le célèbre film. Le roman de Dabi ayant paru en 1929, donc on est à peu près à l'époque où Céline était lui-même engagé dans la rédaction du Voyage au bout de la vie. Il n'empêche qu'on n'est pas du tout obligé de croire à cet argument financier. D'abord parce que le travail de Céline témoigne d'une très grande probité artistique, et puis ensuite parce que Céline a eu très vite conscience de faire partie des grands noms de la littérature. On peut même se dire qu'il n'avait pas froid aux yeux. Pour vous donner une idée de ce que pouvait être la prétention de Céline, à l'époque où personne ne le connaissait d'un point de vue littéraire, parce qu'il n'avait rien écrit, quand il envoie cette lettre qui accompagne le manuscrit du Voyage au bout de la nuit dont je vous parlais tout à l'heure, à Gaston Gallimard. Alors il faut voir ce qu'était Gaston Gallimard à cette époque-là, hein. C'était l'éditeur qui venait de publier Proust. Enfin, c'était véritablement la Banque de France des valeurs littéraires françaises. Et donc, Céline s'adresse à la NRF, écrit une lettre qui est en soi un chef-d'œuvre célinien, tellement tout le style de Céline est déjà là, avec ce côté rentre-dedans, gouailleur, et en même temps une grande poésie, le lyrisme. Enfin voilà, c'est une lettre assez longue et assez belle. Et je vous en lis les dernières phrases. Il a donc présenté son roman. Voici ces dernières phrases, après avoir présenté le sujet, et je ne voudrais pour rien au monde que ce sujet me soit soufflé. C'est du pain béni pour un siècle de littérature et le prix Goncourt 1932 dans un fauteuil pour l'heureux éditeur qui saura retenir cette œuvre sans pareil, ce moment capital de la nature humaine. Voilà. La lettre est signée Docteur Détouche, et comme vous le voyez, donc pour quelqu'un qui écrit exclusivement pour de l'argent, vous voyez qu'il y a quand même une très nette ambition littéraire qui se dégage de ce projet, ambition qui sera évidemment reconnue. Alors derrière ce premier argument, il y en a un autre qui nous intéresse ici, c'est que Céline, au fond, nous dit « Eh bien, j'écris tout simplement parce que je suis malade ». Il le dira dans le dernier entretien qu'il donne le 6 février 1960, « L'écriture est une maladie, c'est un signe de maladie. Si vous êtes dans la vie, vous êtes avocat, vous êtes médecin, vous prenez vos plaisirs dans la vie, tandis que quand vous vous amusez à raconter des histoires, c'est que vous fuyez la vie. Je suis un malade nerveux détraqué, comme mon père et ma mère, qui étaient ataviquement très nerveux. Je ne suis qu'un malade et l'écriture est une tare. » Effectivement, c'est une idée qui revient sans cesse chez Céline, c'est que l'écriture est à la fois un symptôme et un remède, c'est à la fois son poison et son remède, si on peut dire. C'était déjà le cas, et il l'exprimait déjà en c'était un Dans mort à crédit, où il disait « Mon tourment à moi, c'est le sommeil. Si j'avais bien dormi toujours, j'aurais jamais écrit une ligne. »
Et effectivement, là, on retrouve les cauchemars dont il nous parlait tout à l'heure, celui qui a un psychisme extrêmement torturé, et au fond, l'écriture est une espèce d'échappatoire pour un être délirant qui reconvertit en littérature les bouffées délirantes qui sont les séquelles de ce que sont les traumatismes de l'enfance et évidemment les traumatismes de soldats qu'il a rapportés de la guerre de 14-18. Après, bien que ce soit une maladie et bien qu'il se soit défendu d'avoir aimé écrire et qu'il ait dit que c'était ridicule, il a fini par dire c'était un don que j'avais, que je ne pressentais pas, qui me gênait, mais j'avais ce don-là et j'aimais malgré tout tortiller la phrase et je me suis donc accommodé de ça puisque j'étais fait pour faire des livres et voici donc comment les deux vocations étant révélées, elles finissent par aller de pair. Alors là-dessus, Céline nous dit, eh bien oui, mes deux vocations vont de pair, mais le problème c'est que la littérature a énormément nui à mon travail de médecin parce que mes patients savaient que j'avais fait de la littérature et ils pensaient que j'étais un esprit faux qui racontait des histoires et qui donc ne faisait pas de médecine sérieusement. Alors une fois de plus, vous l'aurez compris, c'est un classique avec les propos de Céline, il faut toujours un peu démêler le bon grain de livret si je puis dire. Céline là-dessus nous raconte probablement pas tout à fait la vérité parce qu'il a considérablement compliqué la vie d'hommes et de médecins de Céline. C'est évidemment pas les romans et c'est évidemment pas Voyage au bout de la nuit, mais c'est ce qui va nous occuper dans la troisième et dernière partie de cette intervention, à savoir, bien entendu, les pamphlets antisémites et son engagement dans la collaboration et la condamnation qui s'en est suivie. Donc, je voudrais maintenant m'intéresser plus spécifiquement à cette partie-là, qu'il est difficile d'éviter, et particulièrement en me demandant si on peut considérer que l'antisémitisme de Céline est un antisémitisme maladif. Ce qui permet de le penser, c'est qu'effectivement la lecture de ces pamphlets témoigne très clairement d'un esprit délirant. C'est un esprit qui est plus hyperbolique que jamais, qui vitupère, qui raconte absolument tout et n'importe quoi, en fait est affublé du nom de juif, tout ce qui déplaît à Céline. Alors Céline notamment n'aime pas Racine et Stendhal, qu'il accuse d'avoir une langue extrêmement berlificotée, et donc Céline parlera des juifs Racine et Stendhal. L'un des autres n'étant évidemment absolument pas juif, mais on voit que sous le vocable de juif entre pêle-mêle dans une espèce de délire ratiocinant comme ça, au fond tout ce qui fait l'objet de sa détestation, et donc on a bel et bien affaire à un être délirant devant la plume. Johann Loisel, le psychiatre dont je vous parlais tout à l'heure, dit d'ailleurs que Céline parle de sa folie raciste. On a effectivement à voir quelque chose qui là aussi touche peut-être à la phobie qui pourrait être une conséquence de cet esprit traumatisé par la Première Guerre, puisqu'on voit qu'on a affaire à un esprit paranoïaque et complotiste, dirait-on aujourd'hui. Effectivement, il y a bel et bien des conséquences. Il n'empêche que, au regard de la justice, Céline n'est pas reconnu comme fou, il n'est pas dément, et c'est bien pour ça qu'il peut être jugé et qu'il est jugé responsable. Et Céline lui-même d'ailleurs ne se défaussera pas véritablement de cette responsabilité. D'abord parce que c'est pas le genre de la maison, Céline assume ses propos et les assumera jusqu'à la fin de sa vie, alors en reconnaissant qu'effectivement il s'est égaré, Johann Loisel le dit, il parlera de cette folie raciste, etc. Mais les arguments de Céline seront toujours les mêmes. Il dira: je ne comprends pas comment on s'est acharné sur moi, qui n'ai jamais fait accuser au fond de ma liberté d'expression, puisque je n'ai jamais été payé pour écrire les articles que j'ai donnés aux journaux collaborationnistes, que le maréchal Pétain lui-même me détestait, que je ne suis jamais allé à la soupe, que j'ai jamais brigué aucun poste, qu'ensuite j'ai été moi-même médaillé de guerre et traumatisé par la Première Guerre au point de considérer que tout valait mieux que la guerre et je ne voyais pas pourquoi on devait faire la guerre pour sauver les Juifs. Alors c'est un très mauvais argument, mais qu'il faut quand même replacer dans son contexte. C'était également celui qui soutenait un philosophe comme Alain, ce qui est quand même tout à fait étonnant. Et donc il faut aussi se replacer dans ce contexte qui est celui de ces gens qui ont connu la Première Guerre et qui
dans un esprit qu'on peut dire québécois, se disent que finalement tout vaut mieux plutôt que d'éviter la guerre. Il n'empêche que Céline est délirant et qu'il finit par être arrêté après avoir fui en Allemagne d'abord, où il suit les hautes autorités du régime de Vichy, et puis au Danemark ensuite. Il est arrêté, il est emprisonné, et à la suite de son procès, alors l'avocat danois, puisqu'il sera jugé au Danemark, son avocat danois dira lui-même, son avocat danois qui était pourtant membre de la résistance, dira, bah oui, effectivement, c'est un être antisémite, mais il est complètement fou, et d'un autre côté, il est d'un tellement grand talent littéraire que, bien que complètement piqué, on se doit de le défendre, et on se doit de le défendre notamment d'une part pour l'idée qu'on se fait de la justice, et surtout pour la haute idée qu'on se fait de la littérature. Et donc Céline trouvera en la personne de cet avocat danois quelqu'un qui voudra bien le défendre. Il n'empêche que Céline sera condamnée, comme je vous le disais au début, à 1 an de prison ferme qu'il purgera dans une prison danoise, et il écrira, peu de temps après sa sortie de prison, une lettre à un médecin. C'est toujours très intéressant de voir la correspondance de Céline avec les médecins, parce que Céline aimait tellement les médecins, et au fond, Céline, qui parlait toujours un peu au second degré, on a l'impression qu'il n'y a qu'avec ses collègues médecins qu'il parle sans rouler des mécaniques, enfin sans... Il y a un degré de sincérité supplémentaire qui est franchi quand Céline parle à ses collègues médecins. Et voici ce qu'il écrit à ce médecin qui avait beaucoup aimé le voyage au bout de la nuit, et qui lui dit « Mais comment avez-vous pu écrire les pamphlets? Enfin, comment avez-vous pu vous égarer à ce point-là » Et voici ce que répond Céline. « C'est l'horreur, j'ai un besoin de démolir, de me détruire moi-même. Je défie le malheur, et le malheur, vous le savez bien, il finit par se rendre et il arrive. C'est pervers, c'est majossiste, je cherche ma propre destruction, ma propre angoisse, parce que tout au fond, je ne suis qu'un couard, j'ai toujours peur, où l'on retrouve la maladie de la peur, mais je suis tiré vers mon angoisse, l'instinct de mort. » Vous voyez que effectivement, quand on voit ça sous la plume de Céline, on a tendance à se dire qu'il pourrait y avoir un lien. Après, moi, c'est pas directement à moi d'en juger. Moi, je trouve effectivement ces pamphlets insupportables. Après, mon point de vue, à la limite, vous intéresse peu. Il n'empêche qu'on peut y déceler probablement une forme relativement pathologique. Céline, donc, se fait arrêter. Il est à ce moment-là arrêté et emprisonné dans une prison au Danemark. Je vais vous lire, parce que c'est une épreuve très difficile à ce moment-là pour celui qui était déjà mal en point, comme vous l'aurez compris. Le médecin de la prison note, en parlant de Céline, le patient souffre d'une nervosité pathologique suite à une obusite, de paralysie du nerf radial droit, de séquelles de blessures par balle au bras droit, ainsi que du syndrome de Ménière. Il a un psychisme très instable, son poids est tombé de 72 à 62 kg pour 1,78 m. Donc vous voyez qu'on a affaire à un Céline qui est en très mauvaise santé. Il n'empêche que Céline, évidemment, ne peut plus pratiquer la médecine à cette époque-là, ou alors il la pratique pour son propre compte. Donc il a le droit d'écrire en cellule, et il écrira un roman qui s'appelle Féerie pour une autre fois, où, comme il le fera dans les derniers romans qu'il écrira, il en écrira 4 jusqu'à la fin de sa vie, il mêle sa situation présente et le récit de ses aventures passées, et donc notamment dans celui-là de ce qu'a été la fin de la guerre et les circonstances dans lesquelles il a fui Paris en 1944. Et donc là-dessus, il raconte ce que sont ses conditions de détention. Conditions de détention, il est très sujet notamment à la constipation, donc il revient avec un penchant affirmé pour la scatologie, pour son insistance à réclamer des lavements à la prison et pour le sadisme avec lesquels on les lui refuse. Et alors voici ce qu'il écrit. Je trouvais que c'était intéressant de vous lire ça parce que ça prouve aussi que Céline témoigne d'une médecine que peut-être les moins de 20 ans dans cette assemblée, à supposer qu'il en existe, n'ont pas connu. Alors voici ce qu'il écrit. L'autre jour, à l'infirmerie, les internes avaient envie de rire comme ça. Mes jeunesses, il m'examine le trou, l'anus, je voulais un lavement. Je saignais, il sourcille. Oh, cancer, cancer. Il voulait m'éprouver le moral. Ni une ni deux, mon doigt dans le cul. Je prélève et je leur embarbouille le nez. Cancer, ça? Ah non, l'odeur, polisson, l'odeur, sui generis. Pélagre, corniflot, pélagre. Voilà l'enseignement. On a de la clinique ou on n'en a pas. Il voulait me surprendre, moi, le sensible.
le sensible Lelar, le disciple de Follet. Et donc vous voyez ce Céline qui effectivement témoigne de cette époque où on en était encore à lécher le crâne des nouveau-nés pour voir si la sueur salée révélait la mucoviscidose. Et c'est donc aussi de cette médecine-là dont témoignent les livres de Céline. Alors, les livres de Céline font, comme je vous l'ai beaucoup dit, une très grande part à la médecine, de sorte qu'il m'est très difficile de choisir quelques extraits, sauf d'autant que je vais conclure d'ici quelques minutes. Grosso modo, il faut comprendre que la médecine servira à la fin de sa vie, à Céline aussi, à se donner le fond d'humanisme que certains lui dénient. Il écrira notamment dans son livre intitulé D'un château l'autre que il serait même prêt à soigner Jean-Paul Tartre, comprenez Jean-Paul Sartre, à qui il en veut énormément, parce que Jean-Paul Sartre a dit qu'il s'était fait payer pour écrire ses articles, et il a écrit effectivement des articles très calomnieux à l'égard de Céline, et donc Céline a une dent tout à fait particulière, et donc Céline nous dit, eh ben, même si je rencontre Jean-Paul Tartre, qui est pourtant mon ennemi juré, évidemment que je le soignerai, et il précise, enfin c'est mon métier médecin, j'ai pas d'exceptionnel mérite, les affligés, les désespérés, ma vocation. Cette vocation, Céline en rend compte tout au long de ses écrits. La médecine lui permet donc de faire contrepoids aux vitupérations à la fin de sa vie, puisque Céline passe son temps à la fin à dire qu'il a été injustement condamné, qu'au fond, ce pourquoi on lui en veut, c'est d'avoir été un si grand écrivain et d'avoir, avec un seul livre, fait une plus grande révolution littéraire que tous ceux qui barbouillent péniblement pendant 40 ans, et que donc, selon lui, c'est ça qu'on lui a fait payer. Il dit qu'on lui a fait payer son origine sociale. Et donc, au milieu de ces imprécations, la médecine revient comme une façon de nous dire que, au fond, il est du côté toujours de ceux qui souffrent, que pendant la fin de sa vie, quand il reviendra en France à partir de 1951, il se réinscrira à l'ordre des médecins, il replacera sa plaque et il continuera à soigner les humbles, très souvent d'ailleurs, et ça c'est pas que le romancier qui le dit, c'est vérifié par les biographes, sans demander d'honoraires, donc il y a une espèce de dévouement comme ça. Et la médecine est aussi une façon de nous placer du côté de la dimension tragique de l'existence. De ce point de vue-là, ça rappelle la mort de l'enfant dans les frères Karamazov. Et ça, c'est effectivement quelque chose qu'on voit, notamment avec la célèbre scène de la mort de Bébert, ce jeune enfant qu'on voit mourir dans Voyage au bout de la nuit. Et ce sont des pages déchirantes où Céline nous présente la médecine quasiment comme un tremplin métaphysique vers la dimension tragique de l'existence. Dans son deuxième livre, Céline écrit « Je n'ai pas toujours pratiqué la médecine, cette merde ». Alors on est étonné, parce qu'on se dit pour quelqu'un qui aime autant la médecine, pourquoi parler de la médecine en disant cette merde? Soit on peut se dire que c'est un correctif par rapport à son premier roman, soit on peut se dire que Céline a passé sa vie à donner des coups de marteau contre ses idées, soit il y a une troisième hypothèse qui me paraît en l'occurrence la plus convaincante ici, c'est que quand Céline dit de la médecine que c'est une merde, c'est au fond une façon de faire part de son impuissance. Et je pense que c'est de ça dont il s'agit, parce que juste avant cette phrase, on pouvait lire ceci. Hier à 8h, Madame Bérange, la concierge, est morte. C'était une douce, une gentille et fidèle amie. Elle était très vieille, tout au bout de la vieillesse. Je lui ai dit dès le premier jour, quand elle a commencé à tousser, « Ne vous allongez pas surtout, restez assise dans votre lit. » Je me méfiais, et puis voilà tout. Et puis tant pis. Et effectivement, en écho, on a cette idée-là, que les médecins sont ceux, et c'est sans doute pour ça qu'il y a avec eux d'une particulière sincérité. Céline écrit « Les médecins, c'est moins bon que les autres. Ça entrave un peu le souci, la vérité du malheur. » Et effectivement, le malheur, Céline le décrit, et la médecine est pour lui une occasion de le décrire. Et comme je ne voudrais pas qu'on en finisse avec ça, je voudrais aussi dire que la médecine est très souvent une occasion pour Céline de proposer des pages particulièrement drôles et humoristiques. Il y en a une en particulier dans Mort à crédit, au tout début de Mort à crédit, où Céline s'invente un cousin médecin qui a la particularité remarquable et très bien décrite par Céline de faire ses ordonnances sans même consulter les patients, tout simplement en regardant la météo. Alors il regarde la météo, il ouvre la fenêtre de son cabinet et puis il se dit bah oui, là la pluie tombe aujourd'hui, ça va être les rhumatismes, tiens le vent tourne aujourd'hui, ça va être calomel, et puis ensuite viendront le temps des jeunisses.
Et donc c'est une scène absolument savoureuse où ce médecin dit « mais moi au fond je ne sais même pas pourquoi j'y vais ». Enfin si, probablement parce qu'il faut leur parler. Remarque que je ne comprends même pas parce que étant dispensaire, si à la limite on était payé à la causette, ça irait. Mais nous qui sommes payés au mois, explique-moi Ferdinand, pourquoi on fait ça? Et donc la scène commence comme ça et elle se conclut avec les mots que voici, où toujours le même Augustin parle à son cousin en ces termes. Tu les crois malades? Ça gémit, ça rote, ça titube, ça pustule. Tu veux vider ta salle d'attente instantanément, même de ceux qui s'en étranglent à se ramener les glavios. Propose un coup de cinéma, un apéro gratuit en face, tu verras combien qu'il t'en reste. S'ils reviennent te relancer, c'est d'abord parce qu'ils s'emmerdent. C'est l'occupation qui manque, c'est pas la santé. Ce qu'ils veulent, c'est que tu les distrailles, que tu les émoustilles, que tu les intrigues avec leurs renvois, avec leurs gaz, avec leurs craquements, que tu leur découvres des rapports, des fièvres, des gargouillages, des inédits, que tu t'étendes, que tu te passionnes. C'est pour ça que tu as des diplômes. Ah, s'amuser avec sa propre mort tout pendant qu'il la fabrique, c'est tout l'homme. Et donc, quelques mots en conclusion. Céline nous dit à la fin de sa vie qu'au fond, il n'avait pas ce qu'il fallait pour être un grand médecin, qu'il n'avait d'abord pas la rigueur scientifique, qu'ensuite il a commencé trop tard. Et donc, il est très lucide là-dessus. Il dit non, au fond, je n'étais qu'un bon médecin de quartier. Moi, j'étais fait pour assumer cette vocation qui me déplaisait, à savoir celle d'assumer des livres. Et c'est effectivement ce qu'il fera toute sa vie. Le 1er juillet 1960, il meurt à Meudon, alors qu'il a pris sa retraite en tant que médecin depuis quelques années et qu'il continuait à écrire des livres. Et celui qui, tant par la littérature que par la médecine, aura cherché au fond, par ses deux voies, une seule chose, à savoir se tenir au plus près du mystère de la vie, aura eu la satisfaction d'apprendre peu de temps avant son entrée dans la Pléiade. Et après cet exposé, vous comprendrez pourquoi, sans doute, c'est en toute logique qu'il reviendra à un médecin d'en rédiger la préface et la présentation. Ce médecin, vous le connaissez, vous le savez, il s'agit du professeur Henri Mondor. Je vous remercie. Merci beaucoup Romain pour cet exposé absolument passionnant. Maintenant je crois que le champagne est servi. Je vous invite à